Salut les VR4Players et bonne année pour 2021. On espère que le marché de la VR évoluera et laissera entrevoir une lueur d'espoir cette année. C'est justement le sujet de cette nouvelle vidéo. Nous allons vous parler ici du marché de la VR, mais pas du point de vue d'un joueur PSVR, mais plutôt de celui d'un investisseur, d'un développeur ou d'un fabricant de hardware VR. Nous allons aborder les différentes facettes et évolutions du marché de la VR dans son ensemble, essayer de comprendre les différents choix des fabricants, mais aussi comprendre pourquoi ce marché n'a pas encore atteint son pic de productivité. Au programme dans cette vidéo, les PC VR, la gamme Oculus, le PSVR et la VR sur console. Mettre en évidence les directions du marché inquiétantes, essayer de comprendre les choix faits par Sony et pourquoi Microsoft ne bouge pas d'un iota sur cette question. Bref, il ne suffit pas de crier sur une marque car on n'est pas content. En tant que joueur VR, le mieux est d'essayer de comprendre cet équilibre. L'équilibre, c'est ce qui caractérise le plus un marché sain. Mais que doit penser le consommateur lambda de tout ça ? C'est ce que l'on vous propose de décortiquer dans cette vidéo maintenant. La réalité virtuelle propose une immersion totale au cœur d'un jeu vidéo, d'un spectacle ou même d'un lieu virtuel comme un cinéma. Tout le monde peut facilement l'imaginer, mais la VR reste cependant une technologie très difficile à faire connaître. Ce n'est pas au travers d'une vidéo que l'on peut faire comprendre les véritables forces de cette technologie. La vidéo 2D sur YouTube sera directement comparée à ce qu'il se fait de mieux en 2D sur Série X ou PS5, et forcément ça va piquer un peu, car la VR est bien plus gourmande en ressources. On pourra alors lire des tonnes de commentaires criant que les jeux VR sont moches et que ça n'est pas encore au point. Attendez, vous avez vu comme ces jeux sont beaux en VR ? On peut dire que les graphismes sont splendides là, non ? Et si l'on regarde précisément ce trailer, il ne semble pas y avoir de PC derrière qui fasse tourner Star Wars Tales from the Galaxy's Edge sur Quest 2 pour avoir ce résultat. Car le jeu n'est pas sorti sur PC, mais uniquement sur la version standalone du Quest 2. Le jeu ressemble en réalité plutôt à ça. Pour un casque standalone, Star Wars est vraiment très beau, mais peut en effet générer des mauvais commentaires sur la toile du fait de son retard graphique sur ce qui est connu aujourd'hui autant sur PC que sur console. Il y a bien pourtant une sacrée différence entre la perception d'un jeu dans un casque VR comme le Quest 2 et un trailer du jeu sur YouTube. Et seuls ceux qui ont déjà essayé un casque de réalité virtuelle de qualité comprendront cette différence. Il n'est pas facile de vendre un produit qui ne rendra pas le centième de l'immersion procurée dans un trailer publicitaire sur un écran plat. Et on ne parlera même pas des vidéos sponsorisées par des studios comme CD Projekt qui ne sont là que pour freiner le marché VR actuel et toute la bonne volonté de ceux qui travaillent tous les jours pour soutenir cette technologie. Soyons honnêtes, la réalité virtuelle, c'est vraiment... Mais malgré ça, ça reste quand même super rudimentaire. L'angle de vision est limité, ça donne la nausée, et ouais, globalement, on y croit moyen, quoi. Mais c'est de la merde! Et lorsque CD Projekt m'a demandé si on pouvait faire une collaboration, ça m'a paru comme une évidence. Oui, ça continue. C'est dommage. La vidéo de 30 minutes sur l'irréalité virtuelle de Dirty Biology aurait pu être sympa si elle ne fracassait pas la VR dès ses premières minutes, le moment précis où l'audience d'une vidéo est à son maximum. La vidéo est en plus sponsorisée par CD Projekt Red et ça peut faire sourire quand on connaît le discours du studio polonais envers la VR. Bon, bref, je m'égare. Revenons à notre marché. Pour vendre de la VR, Facebook propose avec son Quest 2 un produit idéal car transportable. Il permettra de faire découvrir cette technologie à son entourage beaucoup plus facilement et on peut dire merci à Facebook de nous procurer de tels outils. En ce sens, on espère vraiment que le Quest 2 fera un véritable carton. En 2016, il était facile de se rendre dans un Micromania ou une Fnac pour tester un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, par contre, non seulement la hype est un peu retombée, mais la Covid-19 a mis un terme brutal à ce type d'essai. Il existe pourtant encore des solutions pour découvrir la VR. Certaines sociétés comme le site gamersdream.fr proposent de vous louer un kit VR complet durant quelques jours. En gros, il vous suffit de choisir votre pack, il comprend le PSVR, la console et les jeux. Moyennant une location de 49,99 €, frais de retour compris, il est ainsi possible de s'organiser un long week-end VR entre amis en se partageant les frais.
Si certains sont intéressés pour découvrir la VR, on vous laisse un lien dans la description de cette vidéo. Je précise que cette mention n'est pas un sponsor, on ne gagne absolument rien à le faire, on trouve ça juste cool pour faire découvrir la VR. Un casque VR n'est pour certains qu'un accessoire, au même titre qu'un volant, qu'une manette pro ou qu'une guitare de Guitar Heroes. Or, cet accessoire offre une toute nouvelle manière de jouer aux jeux vidéo. Une manière tellement différente et novatrice qu'il se détache de l'accessoire pour doucement transformer le monde du jeu vidéo en créant une nouvelle branche indépendante. Oui, le marché de la VR n'est qu'une toute petite niche insignifiante par rapport aux milliards générés par le marché jeux vidéo. Faut-il pour autant y cracher dessus ou la snobber ? Non, on ne le croit pas, et VR4Player sera toujours là pour défendre cette technologie. Comme toute nouvelle technologie partant de zéro, la VR suit une courbe, le cycle du hype, imaginé par le groupe d'analystes Gartner, une entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des technologies avancées. Vous connaissez déjà cette courbe du hype si vous nous suivez, on vous en parle depuis des années déjà. Une technologie comme la VR, les drones, les téléphones portables ou les fours à micro-ondes sont toutes passées par ce cycle. Et c'est là qu'on assiste à la naissance d'un marché. Au début, il n'y a rien. Il faut alors lancer la technologie. Dans le cas de la VR, ce n'est pas son premier essai, puisque Sega, avec le Sega VR, et Nintendo avec la Virtual Boy, avaient déjà tenté une percée dans les années 90, mais sans succès. La phase 1 commence donc par l'arrivée sur le marché de la technologie VR moderne. Mais il s'agit non de produits utilisables, mais plus de prototypes et d'une technologie prometteuse. Durant cette phase située entre 2012 et 2016, plusieurs startups ont vu le jour. Elles sont en recherche des premiers financements pour développer leurs produits. La marque Oculus est un très bon exemple pour illustrer cette phase avec le DK1 et le DK2. On a vu donc arriver des casques VR de première génération avec un prix élevé et beaucoup d'améliorations nécessaires. Les premiers utilisateurs se questionnent sur la technologie et commencent à s'y intéresser. Phase 2, le pic des attentes exagérées. Un emballement médiatique aboutit à des attentes exagérées et non réalistes. Des startups se créent pour développer et commercialiser des produits basés sur la nouvelle technologie. La presse commence à parler en masse de cette nouvelle technologie et fait le buzz. On assiste alors à une prolifération des fournisseurs, les premiers utilisateurs ne sont plus des geeks fortunés et les premiers consommateurs hardcore gamers commencent à investir sur la VR. C'est sur la pointe de cette vague que le PSVR est sorti, avec le premier Oculus Rift et l'HTC Vive. Mais pour finir, la presse commence à fracasser la technologie en ne faisant ressortir que ses inconvénients et ses contraintes. Phase 3, le gouffre des désillusions. Les produits disponibles ne parviennent pas à répondre aux espoirs exagérés qui avaient été formulés. En conséquence, les médias se mettent à bâcher en masse ce qu'ils ont adoré précédemment, on assiste à un krach boursier, c'est l'anti-hype. La presse négative commence. La consolidation des fournisseurs est défaillante. Les startups essayent de se financer avec un deuxième ou un troisième cycle de financement participatif, mais ces sociétés restent cependant des entreprises classées au capital risqué. C'est l'effondrement du marché. À la fin de cet effondrement, seulement 5% du public potentiel a adopté pleinement cette technologie. Phase 4, la pente de l'illumination. Certaines entreprises persistent et développent des produits de deuxième génération. On commence à comprendre les véritables avantages et les applications concrètes de la technologie. On assiste à un développement progressif et solide du marché. Nous pourrons citer le Quest 2, le HTC Vive Focus, le Rift S, le Valve Index ou le HP Reverb G2 comme des produits de seconde génération. De nouveaux services arrivent sur le marché. Les fabricants développent de nouvelles méthodologies et de meilleures pratiques commerciales. À la fin de cette phase arrivent les produits de troisième génération, des produits bien mieux pensés, prêts à l'emploi, et on voit les fabricants proposer une gamme de produits. Ces produits de troisième génération ne sont pas encore là, mais ne devraient pas tarder à arriver. Si Sony décide de continuer en VR, le PSVR 2 devrait se situer dans cette tranche aux côtés d'un éventuel HTC Vive Focus 2, d'un Quest 3 et croisons les doigts d'un casque Microsoft. Phase 5, le plateau de productivité. Dans cette dernière phase, la technologie est rodée et permet le développement de produits de troisième génération. L'étendue des applications est variable selon la technologie et largement applicable ou ne sert qu'un marché de niche. C'est le début de la phase d'adoption à forte croissance. 20 à 30% du public potentiel va adopter la technologie. À ce stade, la machine VR est lancée et touche maintenant le grand public avec des produits au prix attractif. Cette courbe, nous ne l'avons pas inventée, et elle est identique pour l'adoption de toutes les grandes technologies. Elle explique clairement pourquoi Jim Ryan a dernièrement fait comprendre que Sony allait marquer une petite pause. La firme attend tout simplement le bon moment pour investir sur un marché sain et de productivité. Le PSVR n'était qu'un premier essai sur ce marché. Alors pour ceux qui se demandent où en sommes-nous, on leur répondrait que l'on se trouve à peu près ici pour le moment.
Comme chaque année, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs nous présente une étude statistique sur les principaux chiffres du marché jeux vidéo en France. On apprend qu'en 2020, la France compte 36,46 millions de joueurs et que 71% des Français jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Les adultes, donc de plus de 18 ans, représentent 88% de ces joueurs. Non, le jeu vidéo n'est plus un marché vidéoludique pour enfants. La moyenne d'âge d'un joueur français est de 40 ans, avec 50% d'hommes et 50% de femmes. 41% de ces joueurs n'ont qu'un seul et unique support de jeu. 29% ont 2 supports et 17% 3 supports. 53% des joueurs jouent sur leur téléphone mobile, 49% jouent sur leur PC et enfin 45% jouent sur une console de jeu. Ces chiffres ne forment pas un total de 100%, justement parce que les joueurs jouent en moyenne sur 2,1 appareils. Un détail intéressant, 63% des joueurs ne jouent pas à des jeux en ligne. 69% des jeux achetés sont physiques contre 31% en dématérialisé en 2020. Le marché du jeu vidéo a été touché par la Covid-19, le chiffre d'affaires du secteur a perdu 2,7% cette année par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires console a perdu 9%, celui des PC a perdu 12%, alors que le chiffre de l'écosystème mobile a explosé à plus 28%. Le marché de la VR est une toute petite portion du marché jeux vidéo, mais il faut cependant s'intéresser au marché global du jeu vidéo pour mieux comprendre la situation de la VR. Un marché ne se limite pas au fait d'avoir ou pas tel ou tel appareil à la maison et de s'en servir, il repose sur le chiffre d'affaires généré par les jeux et software dématérialisés, les jeux et software physiques, la vente de matériel hardware et enfin la vente des accessoires pour ce hardware. 4,8 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires généré par toute l'industrie du jeu vidéo en France en 2020. Jeux plus hardware plus accessoires. Le marché PC ne représente en France que 22% du chiffre d'affaires global généré par le jeu vidéo, avec 3% de vente d'accessoires, 9% de vente matériel hardware et enfin 10% de jeux dématérialisés. Les jeux physiques ne représentent que 0,2% du marché sur PC. Si l'on ne s'intéresse qu'à la vente de jeux vidéo, le marché PC ne représente que 15% du marché. Nous sommes donc ici sur la plus petite part de marché software sur le jeu vidéo face au marché mobile et au marché console de salon. Comment expliquer cela ? Tout simplement parce qu'un téléphone portable, tout le monde en a un, et qu'une console de jeu est bien plus accessible niveau prix qu'un PC gamer. Beaucoup nous diront le contraire aveuglément, mais il ne faut pas se mentir. Un PC avec les mêmes caractéristiques techniques qu'une PS5 ou une Xbox Series X ne coûtera pas 499 €. Un bon PC pouvant mettre la fessée à une console next-gen de 10 ou 12 teraflops RDNA2 aura une fourchette de prix située entre 1500 et 3000 €, soit 3 fois le prix minimum. Il faudra alors ajouter en plus le tarif du casque VR. Il est vrai que l'on peut se monter un PC gamer pour moins de 1000 €, mais ces composants ne permettront pas d'arriver sur les performances d'une machine comme la Series X ou la PS5. En tout cas pas en janvier 2020 et pas avec un budget de 499 €. Ça arrivera sans doute plus tard, mais on restera sur un x2 niveau prix. 7,5% des ordinateurs en France ne sont pas des PC, mais des Mac, 10% dans le monde. Ces utilisateurs pencheront donc plus facilement sur une console de salon pour jouer, car ils ne vont pas se racheter un second ordinateur juste pour jouer. Ça fait cher la console. Pour finir, l'utilisation d'une console de jeu est à la fois plus facile à utiliser et beaucoup plus accessible. Elle sera bien intégrée dans un salon, là où un PC demandera un clavier, une souris et une tour souvent volumineuse. Concernant la VR, le PC reste la plateforme haut de gamme pour jouer en réalité virtuelle. La puissance des PC VR Ready est largement supérieure à une PS4 ou à une PS4 Pro pour vous emporter dans des mondes virtuels bien plus détaillés comme Half-Life Alyx. C'est bien le PC qui vous permettra de jouer à ces jeux et pas le casque VR. Il est important de le préciser car certains essayent de faire croire le contraire. Si l'on veut vulgariser, un casque VR n'est qu'un écran avec des fonctionnalités de tracking. Si vous voulez le mieux, le top du jeu vidéo en VR, alors oui, le PC sera le meilleur choix, mais il vous faudra le compte en banque qui va avec. On est bien ici dans du haut de gamme, la Rolls-Royce de la VR. Concernant le parc de joueurs actifs sur PC en VR, en 2020, SteamVR comptait plus de 1% de joueurs VR actifs en mars 2020, soit plus d'1 million. Il est difficile de connaître précisément le nombre de casques VR PC vendus dans le monde, tout simplement parce qu'aucun constructeur ne veut donner ces chiffres. S'ils étaient impressionnants, ils le feraient tous. Il faut donc se pencher sur les chiffres des différents cabinets d'analyse pour avoir une idée du parc. Du côté de chez HTC, on sait que le HTC Vive s'est écoulé à 420 000 exemplaires en 2016, 553 000 exemplaires en 2017 et 130 000 exemplaires en 2018.
Le HTC Vive Pro n'a pas remporté un très grand succès, ni le Vive Cosmos d'ailleurs. Du côté des casques Windows Mixed Reality, les ventes se comptent en centaines de milliers. Le Valve Index s'était écoulé à 149 000 unités au 29 janvier 2020. L'Oculus Rift s'est vendu à 240 000 unités en 2016, 346 000 unités en 2017, 547 000 unités en 2018 et environ 367 000 unités en 2019. Comme on vous le disait, il est difficile de savoir vraiment le nombre de casques écoulés depuis le lancement de la VR sur PC, mais on peut partir sur une fourchette approximative située entre 3 et 5 millions de casques VR, sans compter les casques autonomes comme le Quest 2, l'Oculus Go, le Samsung Gear VR, le Daydream et le HTC Focus. Tout le monde parle du Quest 2 qui semble être le saint graal de la VR en ce moment. Mais pourquoi bénéficie-t-il d'un tel statut ? Certainement parce que le Quest était le premier de son espèce à proposer le sans fil, un casque autonome que l'on peut utiliser de partout, sans console ou PC derrière. Mais cerise sur le gâteau, il permet également de jouer à tous les jeux PC bien plus puissants en le branchant via un câble Oculus Link ou simplement sans fil via du streaming en Wi-Fi ou encore via un PC virtuel et des offres telles que Shadow. Le Quest est bien le casque qui a révolutionné le marché de la VR et qui sera à l'origine de son changement et peut-être d'une adoption par le grand public dans les années à venir. La presse et les influenceurs en disent souvent beaucoup de bien sans toutefois bien comprendre ce qu'il est. Non, le Quest n'est pas la Nintendo Switch des casques VR. Dans la mesure où il intègre comme la Switch son propre système autonome mais ne vient pas recevoir une puissance supplémentaire en le connectant sur un autre élément de marque Oculus. Si le Quest ou le Quest 2 était une console de salon, il serait une PS Vita. Tout comme la PS Vita, il permet de jouer à ses propres jeux sans fil en totale autonomie. Il permet également, comme la PS Vita, de streamer les jeux plus gourmands calculés sur un gros PC VR Ready, soit avec un fil, soit en Wi-Fi sans fil. Oui, on peut parfaitement jouer à The Last of Us 2 sur une PS Vita, mais étrangement, aucun influenceur n'a crié sur YouTube à l'époque que la Vita était fabuleuse sur des jeux de PS4, ce qui est le cas du Quest. Cette situation crée une incompréhension pour le consommateur qui, s'il ne suit pas l'actualité, risque de croire que l'on peut jouer à Half-Life Alyx sur un Quest 2, seul, sans PC derrière, ce qui est totalement faux. On a pu voir ainsi des influenceurs sans mêler les pinceaux sur le sujet. Normalement, les plus grosses surprises arrivent à la fin. Ah. Donc il faut toujours avoir d'espoir. Le casse-film. Ça, c'est de la réalité virtuelle. Ouais. Et ça rame bien. La Star Wars qui rame. Mais embarqué malgré dans tout une pour aventure qui Star rame. Wars. Ça saccade bien. Ouais. La réalité virtuelle, C'est compliqué. moi ça me fascine. Je trouve ça assez fou. Mais c'est pas encore... C'est pas encore au point. Hein. On C'est verra de mieux en avec le mieux, PSVR 2. mais le problème c'est que visuellement il y a quand même un recul assez net, même si ça devient quand même de plus en plus beau. Non mais c'est joli là. Et je trouve que, honnêtement, c'est là que tu vois la prouesse de Half-Life Alyx. Parce que Half-Life Alyx c'est vraiment très beau. Très beau, ouais. C'est un peu comme si on nous disait ici que la VR c'est génial, mais c'est pas encore au point. Les jeux sont plus simples graphiquement, bien moins jolis, et c'est là que l'on voit toute la maîtrise de Valve sur Half-Life Alyx. Il est dommage dans cet exemple de comparer un jeu à système autonome de type PS Vita, pour le Quest, face à un titre de PS4 Pro, Half-Life Alyx sur PC, en donnant un avis général sur tout le marché du jeu vidéo. Ce type d'interventions peuvent induire en erreur les joueurs qui ne vont pas se poser plus de questions que ça sur la VR en général. Je tiens à préciser quand même que cet exemple n'est pas là pour critiquer le contenu de Julien Chiez, qui fait du très bon travail d'information, mais de souligner un détail lors d'un live qui peut répandre une mauvaise interprétation du marché par les consommateurs. Ceci n'est qu'un exemple, et ils sont nombreux les youtubeurs à faire des vidéos de Half-Life Alyx ou Medal of Honor PC en utilisant un Quest 2, sans préciser que le jeu a besoin d'un PC pour obtenir ce rendu. Mais alors, comment expliquer à un acheteur ce qu'est réellement un Quest 2 ? La réponse sera différente en fonction de votre profil et de votre équipement. Si vous avez déjà un bon PC gamer VR ready, alors le Quest 2 sera certainement le casque VR idéal au meilleur rapport qualité-prix. En un mot, foncez. Le Quest 2 fait tout comme les autres, mais en mieux. Si vous n'avez pas de PC et pas de console, que vous ne connaissez pas la VR, alors le catalogue du Quest 2 vous proposera environ 220 expériences et jeux VR Quest autonomes. La définition du casque est très bonne, mais les jeux ne disposant que d'une puissance de calcul limitée de la puce XR2, soit environ 1,2 teraflops GCN, seront nets, mais moins poussés graphiquement que ce que vous pourrez retrouver sur un PSVR relié à une PS4 Pro par exemple. Il faut également préciser que les développeurs ont comme consigne de créer des jeux compatibles Quest 1 et Quest 2.
Le premier Quest proposant une puissance embarquée équivalente à celle d'une Xbox 360, il ne faut pas se mentir, les jeux proposés n'auront pas la qualité graphique de ce que vous pouvez voir sur PS4 en jeu classique. La force reste cependant de proposer de la VR de qualité sur des petits jeux à un excellent prix. Si vous avez déjà un PSVR et que vous avez épuisé le catalogue de jeux sur PS4 Pro, vous allez être frappé par la netteté des jeux VR autonomes du Quest 2, sa liberté de mouvement sans fil, ses contrôleurs qui changent tout par rapport au cornet de glace PS Move aujourd'hui risible, mais aussi la pauvreté du catalogue. Ça, c'est la face cachée de l'offre. Sur les 220 titres du catalogue actuel, 84 sont déjà sortis sur PSVR. Et si l'on retire les petites expériences sans intérêt, il ne reste malheureusement plus grand chose. Il ne faudra pas compter jouer à Resident Evil 7, Wipeout, Skyrim VR, Borderlands 2, la saga Hitman, No Man's Sky ou Farpoint sur un Quest 2. Son autonomie est de 2 heures, mais vous pouvez supprimer ce petit défaut en ajoutant la sangle Elite avec batterie supplémentaire, ce qui pousse son prix de 349 € à 488 €. De plus, il faut voir si 64 Go de mémoire interne seront suffisants pour votre utilisation, car en passant à 256 Go, le prix du casque passe alors à 588 €. Si vous en voulez encore plus et avoir enfin accès à de bons gros jeux VR haut de gamme, il vous faudra alors investir dans un PC VR ready pour vraiment profiter de votre super casque. Car oui, le Quest 2 est bien un super casque VR. Il faut juste préciser les choses et être clair dès le départ. Le marché de la VR repose sur 3 piliers, le marché PC, le marché nomade et le marché console. Le Quest 2 serait en fait parfait, et je pèse mes mots, si ce dernier était compatible à la fois sur PC, en version nomade, et enfin sur console de salon. Or, Facebook ne dispose pas de console malheureusement. Cette PS Vita de la VR peut marcher seule, streamer des jeux PC, mais ne peut pas streamer des jeux PS5, Xbox Series X ou d'une éventuelle console Facebook, ce qui est un sérieux problème pour toucher le grand public. Il reste la solution du cloud, mais cette dernière n'est pas encore totalement au point et demande une connexion internet qui n'est pas disponible pour tout le monde. En juillet 2019, Jack McCauley, l'un des 6 cofondateurs d'Oculus, déclarait que la réalité virtuelle telle que Facebook l'envisageait était condamnée à l'échec. Pour cause, la firme américaine cherchait selon lui à positionner ses appareils comme des consoles de jeux. Or, McCauley estime qu'il n'existe pas réellement de marché pour de tels produits. À ses yeux, la plupart des gens préfèrent jouer aux jeux vidéo sur un écran 2D entouré par leurs amis. Même s'il reconnaît que revêtir un casque VR procure une sensation d'émerveillement liée à la découverte, il ne sait pas quelle application VR pourrait retenir les joueurs pendant plus de 6 heures comme un jeu PC ou console, en tenant compte de la fatigue oculaire et des sensations de nausée que peut procurer l'immersion. Selon Jack McCauley, même si Facebook a les moyens de continuer à investir dans la VR au cours des années à venir, cela pourrait revenir à jeter l'argent par les fenêtres. Il ne s'agit toutefois que de son opinion et nous ne sommes pas vraiment d'accord avec lui. Palmer Luckey, le créateur d'Oculus, avait immédiatement contre-attaqué suite à cette publication. Selon lui, les ventes combinées de Samsung Gear VR et de l'Oculus Rift auraient largement dépassé le cap des 10 millions en juillet 2019. On sentait là que Palmer Luckey avait été piqué en plein cœur pour réagir si vite et annoncer de tels chiffres. En novembre 2020, Mark Zuckerberg, que l'on ne présente plus, déclarait lors de la présentation des investisseurs des chiffres clés du 3e trimestre que son objectif était d'atteindre 10 millions de casques Oculus, tous modèles confondus, et pas 10 millions de Quest. Si l'on additionne les 70 000 Oculus DK1 vendus en 2013, les 150 000 DK2 vendus en 2014, puis les Oculus Rift, environ 1,5 million d'unités vendues, si on ajoute à ce chiffre les ventes d'Oculus Go, estimées à environ 700 000 par Superdata, enfin le Quest, vendu à 700 000 unités en 2019, et le Quest 2 qui bénéficierait de ventes 5 fois plus importantes que le Quest, d'après le dirigeant de Facebook, soit 3,5 millions de Quest 2 vendus la première année, on arrive sur un total de presque 6,7 millions de casques Oculus vendus dans le monde depuis la création de la société par Palmer Luckey. Ce chiffre repose cependant sur une vente de 3,5 millions de Quest 2 dès la première année, ce qui est énorme. Il est donc probable que Mark Zuckerberg intègre également dans son calcul les ventes des Samsung Gear VR, car on vous rappelle que ces casques étaient développés par Oculus sous la marque Samsung et que leurs ventes avaient dépassé les 5 millions d'unités en janvier 2017. L'optimisme de Palmer Luckey de juillet 2019 peut alors être mis en doute. Il disait que Oculus avait déjà atteint 10 millions de casques vendus en juillet 2019, alors que Zuckerberg annonce ce chiffre en prévision aujourd'hui. Facebook ne communique aucun chiffre sur ses ventes, laissant ainsi peut-être planer des estimations surestimées, mais popularisant artificiellement les casques de la marque. L'idée ici est peut-être de propager une pensée positive du style « si tout le monde l'achète, c'est qu'il est génial ». Facebook, ne donnant pas leurs chiffres de vente, arrondissent le truc pour essayer de faire croire que tout le monde demande le Quest, pour créer une dynamique. De son côté, Microsoft fait le contraire, avec personne ne demande de VR pour rompre cette dynamique.
On pouvait lire sur tous les forums que Oculus avait vendu 10 millions de Quest 2 juste après l'intervention de Mark Zuckerberg. La réalité est bien éloignée de ces chiffres. Dans tous les cas, là où Mark Zuckerberg ne se trompe pas, c'est que bien que les parts de marché de jeux vidéo sur PC ne représentent que 22% pour la France d'après le CEL, celui du marché mobile représente par contre 26%, ce qui nous fait un casque Quest 2 à un prix super compétitif dans sa version de base sur un marché représentant 48% de parts de marché du jeu vidéo. La seule véritable faiblesse du Quest 2 est bien qu'il ne soit pas en soutien au marché console qui représente à lui seul 52% des parts de marché. Les chiffres de vente ne sont pas communiqués. Il faut alors se tourner vers les analystes comme Superdata qui eux communiquent les chiffres. On apprend grâce à Superdata que le marché des ventes de casques VR ne se porte pas si bien que ça. Dans l'ensemble, les ventes de casques VR ont chuté de 15% en 2020, mais les ventes d'appareils autonomes ont augmenté de 19% au cours de l'année. L'Oculus Quest 2 est le moteur de l'adoption de la VR parmi les consommateurs traditionnels. En revanche, le segment des téléphones mobiles haut de gamme, autrefois très populaire, est effectivement mort en 2020, les détenteurs de la plateforme ayant abandonné leur soutien du Samsung Gear VR et du Google Daydream. Les ventes de PlayStation VR ont également diminué en raison du manque de nouveaux contenus et d'un casque devenu obsolète, Sony s'étant concentré sur le lancement de la PlayStation 5. En 2021, il n'y aura plus de PSVR dans ces statistiques. Le marché des casques VR risque de continuer à chuter et la colonne 2021 risque de ne plus être que d'une seule couleur, les casques standalone comme le Quest. La VR risque donc de s'enfermer dans un marché mobile. Certains vont sauter au plafond en disant « Hurrah ! La VR explose cette année avec plus 19% pour le Quest ». Mais dans sa globalité, la vérité est que le marché est en diminution de 15% sur un an avec des studios qui ne vont pas investir sur un marché en baisse. Sur ce marché 100% standalone, il faudra savoir quel est le pourcentage d'utilisation sur PC. Et surtout, quels seront les studios qui vont continuer à développer des jeux coûteux AAA pour les PC VR sur une niche haut de gamme, là où ils peuvent toucher beaucoup plus de monde, gagner plus et passer moins de temps avec de petites expériences sur des casques standalone. L'autre chiffre à retenir est celui des revenus des jeux du marché VR. Les revenus des jeux VR ont augmenté de 25% d'une année sur l'autre, en grande partie grâce à la sortie de Half-Life Alyx, justement un AAA haut de gamme. En tant qu'entrée exclusive en VR dans une franchise majeure, les joueurs ont été séduits. Le jeu PC s'est vendu à 1,9 million d'unités numériques au cours de ses 6 premiers mois et a généré à lui seul plus de revenus que tous les jeux VR sur PC combinés de 2019. Et pour vous donner une idée, il est sorti en 2019 711 jeux sur Steam VR. Si le marché de la VR devient 100% standalone, cela ne pose pas vraiment de problème en soi, vu que ces casques peuvent tourner sur PC puissants. Le problème est ailleurs. Les devs vont donc se retrouver avec un parc qui n'a pas de casque sur console et un marché de 3 ou 4 millions de Quest 2 qui de plus doit rendre compatibles ces jeux sur Quest 1. Ils se retrouvent alors à développer un jeu qui devrait tourner sur un PC moderne, 40 fois plus puissant qu'un Quest 1. Ils vont donc soit choisir une version PC, soit choisir la version standalone, mais ne pourront pas adopter le même jeu sur les deux plateformes. Elles sont trop différentes. Sans Rift S, avec un Valve Index super mais minoritaire, 150 000 unités vendues, un Reverb G2 avec des fils, le choix risque d'être vite fait du côté des développeurs. Et si les derniers devs se concentrent sur le Quest, alors les jeux seront inférieurs à ce que l'on a déjà vu et le marché ne décollera pas. Les ventes baisseront en attendant un renouveau incertain avec une troisième génération de casques VR en 2022 ou 2023. En janvier 2020, Sony communiquait sur ses ventes en annonçant plus de 5 millions de casques PlayStation VR vendus avec environ 1 million d'unités écoulées sur la seule année de 2019. On est aujourd'hui sur un chiffre de 5,6 millions de PSVR écoulés dans le monde, soit à lui seul plus que tous les casques PC VR sans compter les standalone. Le marché console de salon représente en France 52% de toutes les parts de marché du jeu vidéo, 19% d'achats de jeux dématérialisés, 14% de jeux physiques, 13% d'achats de consoles et enfin 6% d'accessoires, ce qui en fait le marché le plus important. Et c'est sur ces chiffres que nous ne sommes pas si enthousiastes que ça sur le fait de laisser Facebook seul sur le marché avec le Quest. Car la non-présence de VR sur console tronque le marché de l'un de ses piliers de soutien. Voilà aussi pourquoi on croise les doigts depuis des années pour que Nintendo fasse une entrée remarquée en VR et que Microsoft ouvre enfin sa Xbox Series X à la VR.
Sans le marché console, le marché PC ne représente que un quart du gâteau et le Quest sera à cheval entre le marché PC et le monde mobile. Ce qui risque de fragiliser sensiblement tout le marché de la VR. Et pour comprendre cela, il faut se mettre à la place d'un studio de développement. Si l'on se met maintenant à la place d'un dev, ce studio va mettre en œuvre une équipe de personnes plus ou moins grandes durant plusieurs années pour créer un jeu, faire certainement un prêt pour financer le développement de son jeu. Ce studio sait qu'il ne touchera que 1 ou 2% des 15% du marché français VR avec sa version PC, et un pourcentage encore inconnu avec sa version mobile, le Quest Standalone. Or, il passe à côté du parc software console en ne développant que sur Quest. D'autant plus que le casque le plus vendu jusqu'à présent, le PSVR, est le seul casque présent sur la console la plus vendue, la PS4, qui représente 50% des consoles vendues. On vous rappelle que la Xbox One s'est écoulée à environ 48 millions d'unités et la Nintendo Switch à 68 millions, alors que la PS4 s'est vendue 116 millions d'unités. Jim Ryan nous a bien fait comprendre que la VR n'était plus une priorité pour Sony durant la période de lancement de la PS5. On espère que ce n'est que provisoire car pour le moment, la situation du marché de la VR n'est pas très saine. Mais un marché sain, c'est quoi en fait ? Dans le meilleur des mondes, un marché sain du jeu vidéo soutenant la VR serait un marché qui proposerait des casques de réalité virtuelle sur tous les supports. Des casques haut et moyenne gamme sur PC, des casques autonomes standalone comme le Quest, des casques hybrides qui fonctionnent aussi bien sur PC, console et en version autonome, et surtout un casque VR chez Nintendo, un casque VR sur Xbox Series X et enfin un casque VR sur PS5. On peut lire dans la presse en ce moment des titres comme « Facebook va-t-il devenir le leader incontesté du marché de la réalité virtuelle avec l'Oculus Quest 2 ?» Si Facebook domine le marché en ce moment, ça n'est pas du tout par monopole, mais c'est peut-être parce qu'il ne rencontre pas de réelle combativité de la part de sa concurrence directe. Le HP Reverb G2 n'est pas autonome, HTC sont plutôt silencieux et Valve joue dans une autre catégorie. Ce qui est sûr, c'est que cette position qui fait vendre du papier et fabuler les journalistes est très loin d'être confortable pour Facebook. Un marché qui n'a pas encore touché le grand public et qui n'a pas non plus de concurrence peut en effet être assimilé à un marché en déclin. Une image peut être injustifiée mais dévastatrice, faisant penser à un abandon pur et simple de plusieurs acteurs. En septembre 2017, le boss de Sony Interactive Entertainment, Andrew House, l'avait très justement souligné. Je ne suis pas totalement à l'aise avec le fait d'être le leader du marché de la VR avec l'écart qu'il semble y avoir actuellement. Dans un domaine aussi nouveau que celui-ci, il serait préférable de voir une variété de plateformes réaliser de bons résultats pour générer une montée en puissance et créer un public. À cette époque, Phil Spencer avançait l'excuse qu'il s'opposait à l'idée de jeter la Xbox dans le bain de la VR avant qu'une nouvelle génération d'équipements dépourvus de câbles fasse son apparition. Mais le Quest est là aujourd'hui depuis pas mal de temps et pourtant, toujours rien. Lancer un casque de réalité virtuelle représente un investissement financier important dans la recherche, une mise en production, une distribution et une exposition marketing coûteuse pour développer un marché. Tout cet argent investi doit être déduit des bénéfices sur les ventes. Avancer son concurrent, c'est un peu comme développer seul un marché qui va coûter des milliards pour ensuite se faire coiffer au poteau par le concurrent qui va arriver comme un cheveu dans la soupe en proposant un casque de meilleure qualité. Voilà pourquoi Microsoft a laissé Sony avancer seul et pourquoi les acteurs PC font de même avec Facebook. Un marché sain est donc un ensemble de constructeurs qui croient en une technologie et qui investissent activement dans cette technologie. Tout le monde peut ainsi préparer le terrain d'un marché fertile le jour où la technologie aura touché le grand public. Le problème vient des mauvais élèves qui n'investissent rien, attendent que l'argent de leurs concurrents fasse tout le boulot de préparation pour venir à la fin en conquérant planter leurs légumes sur un terrain qu'ils n'ont jamais entretenu. Ces mauvais élèves découragent tout le monde, surtout s'ils sont particulièrement riches. Si tous les constructeurs jouent le jeu en proposant un hardware dans leur secteur, on se retrouve donc avec de la VR sur console, en système standalone ou sur PC. Les devs peuvent alors investir pour développer des jeux. Le public achète alors des casques VR car la technologie est incontournable, tous les acteurs sont sur le marché et surtout, il y a de bons jeux. Les plateformes arrivent alors à faire des bénéfices sur les ventes de jeux et peuvent ainsi proposer de nouveaux casques VR en vente à prix coûtant ou à perte. Le système des imprimantes pas chères et des cartouches d'encre hors de prix. Il y a donc encore plus de joueurs, ce qui incite les devs à investir encore plus pour faire de meilleurs jeux. C'est une boucle et le marché est sain quand cette boucle est bouclée. HTC était là pour soutenir le marché. Ils ont proposé le HTC Vive, le Vive Pro, le Vive Focus, le Vive Cosmos et peut-être bientôt un Focus 2. Facebook joue le jeu. Cette société au capital de 760 milliards de dollars ne sont pas critiquables. Ils sont actifs et Mark Zuckerberg est un vrai soutien du marché de la VR.
Facebook a d'abord investi des milliards pour racheter Oculus, puis développer l'Oculus Rift, le Rift S, l'Oculus Go, le Quest 2 et les Oculus Touch en plusieurs versions. Rien que sur Quest, on ne va pas énumérer les titres PC, ça serait trop long, Oculus a investi son argent dans les titres BOGO, Face Your Fears 2, Robo Recall Unplugged, Fell Factory, Alphanalf, Dead and Buried 2, Vader Immortal, Traveling While Black, Deathflap, Shadowpoint, Dance Central, Path of the Warrior, Ballista, Sport Scramble, Raccoon Lagoon, Mission ISS, Phantom Covert Ops, The Climb, Journey of the Gods, Lies Beneath, Time Stall, et il y en aura d'autres. Sony a aussi joué le jeu. C'est une toute petite structure par rapport à Microsoft ou Facebook, puisque la firme japonaise ne représente que, entre guillemets, 123 milliards de dollars, soit 7,55% du capital de Microsoft et 16% du capital de Facebook. Ils ont développé le PlayStation VR, la M-Controller, la PS Camera, et eux aussi ont dépensé des millions pour nous offrir des titres exclusifs PSVR comme Animal Force, Astrobot Rescue Mission, Blood and Truth, Bound, Bravo Team, Concrete Genie, Dark Eclipse, Déraciné, Dreams, Drive Club VR, Everybody's Golf VR, Farpoint, Firewall Zero Hours, GT Sport, Hustle Kings VR, Here's Lies, Immortal Legacy, The Impatient, The Last Guardian VR Demo, Marvel's Iron Man VR, No Heroes Alloyed VR, The Playroom VR, PlayStation VR Worlds, Riggs, Salaryman Escape, Starblood Arena, Super Stardust Ultra VR, Tracklab, Tumble VR, Until Dawn Rush of Blood, Wipeout Omega Collection, ou des exclusivités comme Resident Evil 7 ou Ace Combat 7. Microsoft est le mauvais élève, celui qui repousse constamment son implication en VR alors qu'il avait annoncé son soutien, celui qui capitalise 1680 milliards de dollars et qui laisse prendre les risques industriels à des partenaires comme Samsung, Acer, Asus, Dell, Lenovo ou HP. Niveau jeu, les 25 studios de Microsoft pourraient proposer du contenu et cela viendrait faire oublier la non-ouverture volontaire de la Series X à la VR, mais là aussi nous compterons les titres VR développés par les studios Microsoft sur les doigts de la main. On pense à Minecraft VR, qui ne marche plus très bien sur PS4 dans sa dernière mise à jour, et à Flight Simulator. Le très bon Hellblade Senua's Sacrifice VR a été créé avant que le studio Ninja Theory ne soit racheté par Microsoft, et depuis, c'est le silence radio concernant Hellblade 2 en VR. La politique de Microsoft n'est pas l'innovation, mais plutôt de racheter les entreprises qui innovent. S'ils arrivent un jour sur le marché VR, ils ne diront plus que la VR est isolante, qu'ils ne croient pas avoir vu quelque chose de solide en VR, que personne ne veut de VR, ils viendront par contre poser leur bâtiment sur les fondations construites avec l'argent de leurs concurrents. Ce qui coûte cher, c'est la recherche et le développement, c'est bien connu. Vous allez sans doute me dire que Microsoft a le droit de ne rien faire. Ça ne les intéresse pas et je vous répondrai que Microsoft a le droit de ne pas être intéressé par la VR, c'est clair. Mais dans ce cas, il ne devrait pas être là non plus quand le marché sera fort. Une société avec une trésorerie de cette importance dans ce secteur d'activité et autant impliquée dans le jeu vidéo devrait répondre présente pour soutenir ce marché, aussi bien d'un point de vue hardware, software, financier et médiatique. Mais alors pourquoi Sony fait-il une pause ? Certains joueurs sont en colère. Si on se met à la place d'un joueur, on peut le comprendre. Il dira que Sony n'a rien fait pour lancer réellement leur PlayStation VR, qu'ils ont abandonné les joueurs PSVR sur PS4, qu'ils n'ont jamais développé de grands jeux en VR, etc., etc., etc. La réalité est bien ailleurs. Sony ne capitalise que 7% de ce que capitalise Microsoft. Pourtant, en VR, ils ont réussi à placer un casque PlayStation VR à la tête des ventes. Ils ont donc contribué activement à démocratiser la VR sur console. Il est évident que la décision de lâcher la VR n'est pas d'hier. Les propos de Andrew House le laissaient déjà le présager en 2017, l'absence de nouveaux PS Move également. Si l'on en croit la courbe du hype, la phase 2 et 3, le pic des attentes exagérées et le gouffre des désillusions sont les chapitres qui intègrent la durée de vie du PSVR. On termine donc avec un marché de la VR représentant 5% des joueurs. Le PSVR et ses 5,6 millions d'unités vendues représentent donc très bien ces 5% de joueurs PS4. Jim Ryan, le boss de chez PlayStation, nous a bien précisé que Sony croyait en la VR, mais que ça n'arriverait pas tout de suite. Il est donc très probable que Sony, qui a déjà bien pédalé, se repose un peu et attende les phases 4 et 5 de la courbe du hype, la pente de l'illumination et le plateau de productivité. Le lancement de la PS5 étant capital pour l'avenir de PlayStation, il n'a jamais été question de lancer un nouveau PSVR en même temps que la PS5.
On peut juste regretter que Sony ait complètement snobé les joueurs PSVR qui n'attendaient pas vraiment l'annonce d'un PSVR 2 tout de suite, mais plutôt un signe de vie ou un certain soutien dans la com de la PS5. La courbe du hype du cabinet Gartner termine sa phase 4 par la sortie de casques de 3e génération. La marque PlayStation propose des produits destinés à des joueurs consoles et qui n'ont par définition ni le budget ni l'usage d'un très gros PC gamer VR ready. Le prochain casque VR de la marque se doit d'être une petite tuerie sur le marché VR, mais il ne pourra pas dépasser le prix de vente d'une PlayStation 5. Sony doit donc attendre pour nous garantir les meilleures évolutions possibles au prix le plus intéressant, car on ne peut pas vraiment vendre un produit à perte sur un marché qui ne rapporte pas grand-chose. Ce qui pourrait faire sensiblement accélérer les choses serait sans hésiter le lancement de Microsoft en VR avec l'annonce d'un casque VR spécialement conçu pour la Xbox Series X. Voilà aussi pourquoi on assiste à un véritable poker menteur entre les deux concurrents. Pendant que Microsoft ne fait rien et ne cesse de démolir la VR, dès que Phil Spencer prend la parole, Sony préfère peut-être ne plus parler de VR pour faire croire à un abandon pur et simple plutôt que de dévoiler ses atouts dans les années à venir. Il est possible que le Quest 2 reste relativement seul durant toute la phase 4 et que Sony revienne avec un produit fort à la fin de cette phase pour toucher cette fois entre 20 et 30% des joueurs PS5. Mais pour cela, il faut que le parc de PS5 soit solidement installé et que les ventes ne cessent d'augmenter. On dirait que Sony ne souhaite pas se retrouver encore seul sur un marché naissant et attend cette fois une réaction de Microsoft ou de Nintendo pour passer à l'attaque. Le nombre de brevets déposés par Sony indique clairement que la firme japonaise prépare quelque chose, mais sans personne en face, plus rien n'est pressé aujourd'hui. La révolution VR sur console arrivera peut-être du côté de Nintendo, qui sont toujours particulièrement discrets, mais qui savent taper très fort, être très rapides et efficaces pour s'imposer sur un marché. De plus, ils ont déjà une expérience de la VR. En conclusion, nous pensons que le marché VR va continuer sa route vers un marché solide dans les 2 années à venir. Nous sommes un peu inquiets de voir que Facebook se retrouve un peu seul dans l'aventure, mais super confiants d'entendre parler Mark Zuckerberg, qui est un grand fan de VR et qui surtout se donne les moyens d'y arriver. Nous sommes aussi un peu déçus par Sony de ne pas avoir trouvé un moyen de remplir la phase de transition entre le PSVR et le PSVR 2. Nous restons cependant confiants pour l'avenir de la VR chez PlayStation et pensons qu'il n'est pas impossible d'entendre parler d'un nouveau casque Sony ou PlayStation durant l'année 2021. Il y a franchement trop de brevets, trop de signes qui laissent penser que Sony travaille sur une suite solide pour tout lâcher aujourd'hui. On ne sous-estime pas non plus le pouvoir de Nintendo pour venir révolutionner la VR prochainement et on sera très heureux de vous en parler si ça doit arriver. Côté PC, on espère que les titres PC VR haut de gamme continueront à sortir et que la VR ne s'enfermera pas à terme dans des titres provenant d'un développement axé sur la puissance interne du Quest 2. Cela pourrait être un frein à la VR. Il serait bien que HTC vienne titiller doucement son rival Facebook avec un produit plus solide. Mais ne nous mentons pas, HTC n'a pas le pouvoir financier d'un GAFAM. Ils ne pourront pas vendre un produit à perte comme le fait Facebook. Il faudra donc obligatoirement se positionner sur un produit bien plus performant. Nous insistons sur le fait qu'un marché VR sain sera un marché proposant à la fois du hardware et des jeux sur les 3 piliers du jeu vidéo aujourd'hui. Le marché VR mobile, à système autonome tout en un, le marché moyen de gamme console et enfin le marché haut de gamme PC. Il est malheureux que Facebook ne soit pas présent sur le marché des consoles de salon, il lui manque donc un atout très important dans son jeu. Le tout standalone peut devenir à moyen terme le plus gros problème du marché de la VR, car les devs vont se centraliser sur les licences qui ont le plus de chances de se vendre, donc toucher tous les joueurs, le standalone. Si les productions PC VR AAA baissent, la VR sera de plus en plus marginalisée sur la toile. En d'autres termes, on n'a pas fini d'entendre que les jeux VR sont moches. Les seules sociétés capables aujourd'hui de réellement venir toucher tous les marchés, avec un seul et unique casque VR, sont bien Microsoft et Sony. Un casque Sony pourrait très bien être autonome, mais pourrait également streamer le contenu des jeux PS5 et être compatible sur PC. Microsoft a lui aussi le pouvoir de proposer un casque VR sur Xbox autonome et PC, profitant des outils de développement communs de Windows 10. Nous attendons clairement Microsoft en VR, car leur arrivée en dirait long sur la suite. Mais on ne vous cache pas que pour le moment on n'y croit pas trop. Espérons que l'on se trompe. La réalité virtuelle est bien plus qu'un simple accessoire. Elle est un véritable game changer du jeu vidéo et quand on sait que la moyenne d'âge d'un joueur est aujourd'hui de 40 ans, on peut se douter que beaucoup en ont un peu marre de refaire à répétition des titres qui se ressemblent mais qui sont de plus en plus beaux sur chaque génération de consoles. La VR propose du neuf et recommence à intéresser des joueurs qui avaient un peu lâché l'affaire. Elle ne se limite pas qu'aux jeux vidéo et peut apporter bien plus dans le domaine des spectacles en VR, des films en avant-première, etc.
La réalité virtuelle représente le futur du jeu vidéo. Nous sommes en ce moment juste dans le creux d'une vague. Tôt ou tard, elle viendra percer à vif le marché pour finalement s'imposer, ça on en est convaincu. En attendant, on ne peut que subir la morosité ambiante, faire le dos rond et rester calme et surtout rester patient. Voilà les amis de la VR, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le pouce haut qui nous aide à bien référencer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications, de venir lire quelques articles de temps en temps sur notre site vrplayer.fr. Nous sommes également présents sur Facebook avec notre page et notre groupe de discussion et sur Twitter. Vous pouvez nous soutenir en partageant cette vidéo, vous pouvez également nous laisser un pourboire sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Toute l'équipe de VR4Player se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021, pleine de bons rebondissements en VR. On espère que cette année finira par lever le voile sur la suite. En attendant, à très bientôt les amis et meilleurs vœux. Ciao ciao.